années 70 et 80. Et aujourd'hui, on a un invité spécial parce que c'est quelqu'un qui a fait du skate dans les années 70, 80. Et puis, il est toujours là, il est toujours présent, il fait toujours des choses absolument extraordinaires. Donc, il a des tas de choses à nous raconter. Et puis, on est là également avec Thierry. Et Euh, bonsoir à tous, c'est sympa. Il y a eu une petite interruption samedi dernier, c'est dommage. Tant pis, c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver. En tous les cas, il y a du monde. Et là, ce soir, effectivement, on a un invité particulier qui est vraiment très, très investi sur la scène skatique depuis de Absolument. nombreuses années, hein. Voilà, voilà. Pratiquant, bien sûr, freestyler, mais il va nous raconter tout ça. Et ben, moi, je souhaite la bienvenue à Patrick Lozano. Salut Patrick. Bonjour tout le monde. Bonjour Thierry. Bonjour Xavier. Donc, heureux de Bonjour. vous rejoindre. Bienvenido. Bienvenido a todos. Et j'en profite pour montrer que je parle un petit peu espagnol. Je parle de trois mots parce que on va en parler. Mais pourquoi toi aussi tu parles espagnol? Mais je laisse à Thierry l'avantage de te présenter. Ah bah, quoi dire, Patrick, il était tout jeune, hein, en 78 à Marseille, quand il était déjà skater ou spectateur. Mais en tous les cas, il y a une photo, hein, où on te voit assis alors que je suis sur mon run de freestyle. Bah, tu es toujours là. Et le fait que tu as navigué quand même beaucoup et tu as repris vraiment les rênes, tu es rentré dans le système et tu accompagnes les riders aujourd'hui. Et félicitations parce que c'est quand même beaucoup de temps, c'est du bénévolat, c'est vraiment fabuleux, quoi, que ce soit au niveau slalom, compétition, tu étais au JO, voilà, bah, tu vas nous raconter tout ça. C'est un parcours assez atypique et puis tu as été aussi à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui t'a mis le virus du skate? C'est la traditionnelle question pour démarrer. Comment tu t'es mis au skateboard et en quelle année? Disons que moi, je me suis mis au skateboard un petit peu quand il y a eu la grande vague, là, 77-78. Voilà, donc les démos que j'ai vus, les films que l'on pouvait voir au cinéma à cette époque-là, voilà, donc ça m'a de suite attiré. Mais en fait, je pense que ça vient de plus loin que ça, parce que j'ai un lointain souvenir quand j'allais à la maternelle dans mon quartier. J'avais vu descendre un gars debout sur une planche à roulettes. Mais ça devait être dans les années 65 à peu près, 67. Et je pense que ça m'avait marqué, quoi. Et donc, quand la vague de 77-78 est arrivée, bon, j'avais quoi, dans les 13 ans, 14 ans, ben, ça m'a de suite attiré, quoi. Je veux dire, la première fois que je suis monté sur un skate, ça a été nickel, quoi. Ça m'a plu. Je veux dire, cet esprit de liberté, de se mouvoir sur une planche qu'il fallait maîtriser, ben voilà. Ah, génial. Alors, en 78, tu étais au championnat de France à Marseille. Tu y étais en Ouais. tant que participant ou spectateur Non, ou les deux? spectateur. Non, je n'étais pas encore. Je faisais du skate dans mon quartier. Donc, moi, j'avais encore mon skate en plastique, hein, à l'époque. Et j'étais parti voir les championnats de France sur mon mini vélo Dex à plan de campagne. Ça fait quand même une 20. Oula. Voilà, Ah j'avais oui. mis mon skate entre les jambes et avec mon mini vélo, je m'étais Oh là là. rendu Oh là de là, la skate. maman, elle devait être inquiète. Les parents à l'époque ne savaient pas, quoi. Mais bon, voilà, j'étais un passionné, quoi. Il fallait que j'aille voir les meilleurs riders dont on parlait, José, Thierry, Alexis. Voilà, donc il fallait que je voie tout ce monde-là, quoi. Mais en Alors, fait, je vais te poser une question. Euh, pour le free, tu étais pour qui? Tu étais pour Thierry, pour José ou pour Alexis? eh, le- Ah, c'est une question piège là. j'aimais je dirais, bon, le match Alexis-José, quoi, hein. Franchement, pour moi, ça a été le match au summum. Et j'étais pour la liberté, bon, l'esprit de Alexis dans le sens liberté, mais j'étais aussi attiré par le côté compétition de José, quoi. Voilà, je veux dire, j'avais du mal entre les deux déjà à en choisir un. Mais je pense que c'est l'esprit du skate aussi. On y voit de tout. On voit des trashers, des gens
un petit peu plus posé. Je veux dire, il y a un peu de tout. C'est un petit peu ça aussi qui m'a attiré dans le skate. C'est ce qui fait la Et c'est vrai que diversité. c'était un sacré combat. Je me souviens à l'époque, José, Alexis, là, c'était le gros combat. Alors, bah, ça a été suffisamment médiatisé, hein, le duel, donc relayé par la presse, voilà quoi. À la Alors, Oui, limite, ouais. Enfin bon, comme alors, et en tu dis, plus, on a tous notre style, quoi. alors, tu as des copains qui te saluent, là. Tu as Jean-Pierre et Gilles. mhm. Tout le monde te salue. Alors, on est en direct hein, sur Facebook, donc profitez-en hein, si vous voulez dire un petit bonjour à Patrick ou si vous avez des questions à lui poser ou si vous avez des souvenirs, que peut-être parce que ça fait quand même un bout de temps et donc on ne se rappelle pas de tout. Donc, si vous avez des souvenirs, des trucs que vous avez fait avec Patrick, bah, profitez-en quoi, parce qu'on est en direct et on va vous passer les commentaires. Bon, bah, génial, hein. Et donc tu es devenu, en fait, tu es rentré dans l'équipe de France. Comment ça s'est fait ça, Patrick? Oula, moi, disons que bon, j'ai fait partie d'un club à Aix. Quand le skate a commencé, je me suis inscrit assez rapidement au club d'Aix. Donc, j'ai commencé à faire les petites compétitions que l'on faisait à Aix et dans ses alentours. Donc, je suis rentré au club d'Aix, mais j'ai dû faire 2 entraînements avec le club et pouf, et le skate s'est arrêté d'un coup, plus personne. Ouais, d'accord. C'était le désert. Et donc, un beau jour, en fait, j'ai rencontré Martial Givaudan, qui était étudiant à Ouais, Aix. Et lui, on s'est retrouvé sans club, en fait. Et on a dit, tiens, on va à Marignane, puisqu'à l'époque, c'était Marignane qui fonctionnait le mieux. Et en plus, tous les skateurs de Marseille, etc., s'étaient retrouvés sur Marignane. Et donc là, on a commencé avec Marignane à faire un petit peu des compétitions nationales. Voilà, et de fil en aiguille, voilà, quoi. Et puis, bon, moi, dans le skate, toutes les disciplines me plaisent, donc je touchais un petit peu à tout, quoi. Le freestyle, le slalom, la descente. Je faisais même du saut en hauteur, alors que je suis sans doute un des plus petits. Mais voilà, tout me plaisait, quoi. Donc, ouais, génial. Mais alors donc, c'est vrai que c'était le pire creux que le skateboard a connu, hein, début des années 80, la grosse chute. Il y a beaucoup de groupes comme ça qui se sont retrouvés pour assurer la résistance, hein, façon de parler, et qui petit à petit ont rejoint les structures émergentes, fantômes au départ, qui ont permis de survivre et d'organiser tant bien que mal, au niveau local ou régional, un semblant d'organisation d'événements et autres. Et c'est certainement comme ça que tu as dû rencontrer l'équipe avec Roger Simi. Et alors comment ça s'est fait? Parce que j'ai vu que tu étais en photo sur l'équipe de France dans les années 80 donc il n'y avait pas beaucoup de concurrents à l'époque, hein, c'est clair quoi. Quand je dis concurrence, ce sont des skateurs comme toi, comme d'autres, qui étaient vraiment qui adoraient le côté sportif de la pratique quoi. Qui voulaient vraiment voilà, se démarquer. C'était au-delà du skateboard loisir que l'on connaît, du street qui faisait fureur à ce moment-là quoi. Donc, tu es ben, rentré dans l'équipe de France, mais qui c'est qui t'a vraiment poussé pour y ben, adhérer? en fait, bon, le street est venu beaucoup plus tard, hein, mais on va dire, donc, quand j'étais à Marignane, on a commencé à faire les compétitions Angoulême, Vierzon, voire un petit peu nationales. Il y a eu Marseille aussi, Stade San Africa. C'est la première fois que je m'étais qualifié en finale de free. C'est là que j'ai rencontré Pierre-André. Euh, et donc, voilà, de fil en aiguille, je me classais bien en slalom, en freestyle, etc. Donc, je sais qu'en 82, j'étais déjà dans les 7-8 meilleurs français, quoi, hein, au combiné. Ah oui, Euh, Normalement, à l'époque, on choisissait les 10 meilleurs pour faire partie de l'équipe de France. Donc, la première année, on ne m'avait pas qualifié. Bon, j'avais un petit peu râlé. Euh, il a fallu, à un moment donné, on ne me connaissait pas parce que moi, j'étais du Sud. Il y avait beaucoup de Parisiens, en fait, hein. Et donc, l'année suivante, j'ai dit, les gars, je suis là. Je faisais encore, je crois, 7e au combiné. Et j'ai dit, bon, ce coup-ci, je suis là pour faire partie de l'équipe de France. Donc, voilà, et c'est comme ça que voilà, pendant quelques années, je suis rentré avec l'équipe de France, José, Pierre-André, il y a eu Bruno, et Jean-Marc.
Bress, Jean-Marc Bessette, Lucas. Bon, voilà, on avait un noyau équipe de France, Langlade, hein, qui était excellent, parce que Oui, souvent, oui, il oui, a. oui, oui, exact. Ouais. Vincent Voilà, Langlade. Et donc, c'est le genre de situation qui permet de progresser, j'imagine, parce qu'il y a quand même une synergie qui se crée, il y a un mimétisme, bon, tu apprends des choses, des enchaînements que tu n'aurais pas soupçonné peut-être avant, mais qui t'ont permis d'évoluer, quoi. C'est quand même assez riche comme situation, non? C'est pas, comment tu l'as perçu, toi? c'est assez riche. Bon, on n'était pas nombreux, c'est sûr. Moi, je me suis retrouvé des jours et des jours et des mois et des années à en faire tout seul, hein, parce qu'il n'y Bah avait oui, oui, personne oui, qui oui. faisait autour de moi. De temps en temps, ben, on essayait de se retrouver, les gens du Sud, ça veut dire Vincent, Ouais, il y avait Stéphane à Suède, il y avait moi, bon, Martial Givaudan, donc on était voilà, 4, 5, 6 maximum, et on se retrouvait des fois le dimanche, ben, ils étaient excellents en saut en hauteur, ils étaient excellents en slalom, on était bon en freestyle aussi, donc ben, c'est comme ça qu'on a travaillé le skate, on va dire. Et, et à chaque fois qu'on se retrouvait lors des compétitions avec tous les autres, ben, le skate progressait, quoi. Il y avait toujours de nouvelles figures, il fallait en inventer d'autres. Et voilà, de fil en aiguille, le niveau a augmenté, quoi. Et donc, et après, ça a été, grâce aux Open d'avant, ben, les confrontations internationales. ouais. Et voilà, petit à petit, les championnats d'Europe ou Open avant Fontainebleau. Et voilà, toutes ces petites compètes qu'il y a eu, qui ont fait revenir, on va dire, les étrangers. Et puis voilà, Bourges, etc. Donc le skate s'est raccroché un petit peu à ça, quoi, petit à petit. D'accord, ouais. Parce que là, effectivement, durant cette période-là, il faut préciser quand même qu'il n'y avait aucun support. Il y Non. avait médiatique, hein, il y a aucune information. Les magasins, ils étaient plutôt rarissimes. Et les lieux de socialisation, les lieux d'échange, de transfert, donc tu apprends sur le tas, par toi-même, Oui. inventer des figures ou des variantes, parce que des fois, une figure ratée ben, permet de trouver une variante, ça arrive. Ça, Et ouais. après, c'est des échanges avec d'autres skateurs. Donc, vous étiez le pôle sud, en fait, on va dire, par rapport aux Parisiens, comme tu dis si bien. Et, et, euh, et donc, en fait, vous étiez défrayé ou c'était par vos propres moyens pour rejoindre Avon et tout? Tout, tout était par nos propres moyens, quoi. Je veux dire, Ah, ouais, ouais, quand même. le matos, les voyages, tout, voilà. Je veux dire, c'est nous-mêmes qui financions les, les, les voyages pour aller aux compétitions. Moi, je veux dire, bon, j'ai eu la chance dans les années 80, quand c'était difficile. Je sais que Dr Skate, ben, un jour m'a payé hein, le voyage pour Ah, que je ouais. puisse aller, parce que en fait, à cette époque-là, à chaque compétition, on se disait, ça y est, c'est la dernière, quoi. Ça y est, le skate est mort, c'est la dernière, mais on continuait quand même. Et un jour, bon, j'en avais marre de dépenser mon argent, etc. Bon, le peu que j'avais. Et puis, Dr Skate m'avait dit, non, non, il faut que tu viennes, viens. Je crois que c'était à Verdun ou Vierzon, je ne sais plus. Et il m'avait payé le voyage pour que je Ah, puisse venir chouette. à la compétition, quoi. Ouais, Mais c'est chouette. voilà, c'était ce genre de personne qui a fait qu'on se réunisse, qu'on continue. Ben, c'était, comme tu as dit tout à l'heure, c'était de la résistance. Il fallait continuer le combat Oui, pour oui, que le oui, oui, oui. skate existe. Je veux dire, les médias ne voulaient pas nous entendre parler de skate, les gens nous crachaient dessus, et il fallait qu'on montre que ce sport était super, quoi. Donc, il fallait continuer, faire des démos. Bon, moi, j'avais fait des démos avec, je faisais venir Jean-Marc, j'ai fait venir Pierre-André. Dans le sud, j'ai fait venir ben, Bruno Rouland, hein, s'il est venu sur Aix, Ah oui, oui, oui. a connu sa femme, c'est parce que je les ai fait venir faire une démo, quoi, une compète. Voilà, donc et petit à petit, il fallait se réunir et faire montrer que le skate était un super sport, quoi, et un super voilà, Oui, c'est magnétisme. vrai que le skate, quand on le voit même encore aujourd'hui, c'est inépuisable. C'est un outil magique, quoi. Il y a plein de ressources, ça va encore évoluer, il sera là encore demain, et puis il va encore évoluer, quoi. Mais pour l'époque, c'était chaud parce que tu n'avais aucun recul, tu n'avais pas de référence, il y a qu'entre vous que ça pouvait se passer, et ça a changé la donne complètement par rapport aux années 70 où les clubs pouvaient emmener des minibus avec les jeunes et tout, c'était avec tous leurs maillots, et puis d'un seul coup, boum, plus rien. Waouh, ça c'est.
c'était une période que tu as vécue comme d'autres qui a été compliquée, quoi. Mais c'est bien parce qu'en fait, tu avais vraiment ça dans l'ADN, tu as pris le virus et tu n'as jamais lâché, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, dans les années Donc, 80? voilà, donc petit à petit, on a continué justement à montrer le skate. Le skate a évolué, parce que comme je disais, à chaque fois qu'on se réunissait, ça avait encore progressé. Après, il y a eu les summer camps qui a fait venir les étrangers. Bon, les Open de Fontainebleau, pareil. Donc, je veux dire, en fait, on était tellement peu dans le monde même, hein, qu'on était comme une famille. Et à chaque fois qu'il y avait on m'a invité en Italie, on m'a invité à Prague, voilà, ou en Suède pour des compétitions, hein. Et donc, voilà, je veux dire, on s'est accroché. Après, bon, il y a eu l'émergence du street. Le street est arrivé, je dirais, fin des années 80 Mhm. pour exploser vraiment dans les années 92, 90, voilà, 90, 92. Et voilà, quoi. Donc, moi, j'ai continué à faire du skate. En 93, on a fait les Jeux pyrénéens. Oui, oui, oui. Voilà, les Jeux pyrénéens, c'était montrer le skate au comité olympique, hein, puisque c'était sous l'égide du comité olympique français-espagnol, Oui, c'était un qui voulait voir laboratoire, ouais. ils voulaient voir tous ces nouveaux sports, BMX, roller, escalade, etc. Et voilà, donc là, voilà, on a fait, pour moi, c'était la dernière grosse compétition, pour ainsi dire, puisque après 93, je veux dire, on vieillit, dans la vie, on se marie, on a un boulot, les enfants naissent, je veux dire, bon, après, ça devenait compliqué. Et puis, je veux dire, les vieilles disciplines tombaient petit à petit dans l'oubli. Donc, on est plusieurs à s'être arrêtés, en fait, à cette époque-là, hein, D'accord. et à laisser les jeunes derrière pousser au niveau du street, quoi. Il y avait Marc Aziza, il y avait Daclin, il y avait tous ces jeunes-là qui arrivaient et qui étaient excellents. Donc, voilà, je dirais la possession, le passage s'est fait avec tous ces riders-là, quoi. Ouais, ouais, Bon, moi, c'est exactement. vrai que déjà, fin des années 80, je commençais déjà à faire juge. Bon, il y avait le magazine Anyway, No Way Oui, 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 oui. qui marchait bien aussi. Donc, j'ai fait quelques piges pour eux, quelques articles. Voilà, je veux dire, voilà, je commençais un petit peu à me développer, pas forcément en tant que rider, mais en tant que tout ce qui Ouais, pouvait ouais. tourner au Mhm. niveau du skate. Voilà, il fallait de toute façon. Et on en est toujours là. Il faut que le skate se structure. Il faut qu'on ait, voilà, pour que les jeunes puissent en faire, qu'on ait des structures bien adaptées et voilà, pour que ça puisse progresser toujours et encore. Alors moi j'ai une question au niveau des épreuves. Donc en fait, nous quand on s'est connus avec Thierry en 76 ou 77, on s'est connus parce qu'on faisait du slalom tous les deux au lycée à Biarritz. Et puis bon, évidemment au Trocadéro, on faisait beaucoup de slalom. Et puis petit à petit, le slalom a disparu. Et j'ai l'impression que le slalom a complètement disparu pendant une trentaine d'années. Peut-être que je me trompe, mais là, c'est absolument incroyable. Depuis quelques années, on voit des épreuves de slalom partout. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce que tu crois que tout à coup, le slalom est revenu et que tout le monde en parle? Non, non, le slalom n'est pas du tout revenu. Le slalom a toujours continué. OK. Voilà, le slalom a toujours continué. Disons qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas les téléphones, les médias, etc. Donc, par exemple, pour les skateurs français, il y a eu Skate Info, hein, avec Dr Skate, etc., pour qu'on puisse se mettre au courant des actualités, des compétitions, etc. Et dans le slalom, il y a eu la revue Slalom qui a fait Gianni Ouais, Sodorov, c'est ça. donc, qui est président de l'ISSA. Donc, Gianni a très vite, bon, il parle anglais, etc. C'est un Suédois. Il parle très bien français aussi. Et donc, il a réuni un petit peu toute la communauté, notamment les pays de l'Est, etc., à l'époque, hein. Et donc, je veux dire, le slalom n'est jamais mort. En fait, bon, il y a eu des nations qui ont été meilleures certaines années, etc. Mais le slalom a toujours continué à exister, quoi. Ouais. Mais Et donc là,
voilà, il y a quelques nations depuis 3-4 ans, il y a des nations qui poussent très très fort, comme la République tchèque ou la Lettonie. Et donc, voilà, je veux dire, il y a des pays comme ça qui boostent un petit peu le sport parce qu'il y a plus de jeunesse, il y a plus de. Voilà. Mais Mais toujours est-ce que le continuer. slalom, est-ce que le slalom n'a pas été pendant un moment le parent pauvre du skate? Parce que pendant au moins une vingtaine d'années, on parlait pratiquement que de street, un petit peu de verte, et puis c'était tout, quoi. Après, il y a eu un petit peu le longboard, la descente, un petit peu le surf skate, mais moi, pendant une vingtaine d'années au moins, j'ai jamais entendu parler de slalom. Alors, évidemment, ce que toi, tu nous dis, c'est que si le slalom existait, mais personne n'en parlait, quoi, dans C'est dans les ça. médias, même au niveau des revues de skate, quoi. Ça me paraît absolument incroyable qu'il y ait des gens qui ont continué le slalom et personne n'en parlait, quoi. Et ouais, c'est devenu une communauté, on va dire. Mhm. C'est ça. Et voilà, et je veux dire, les médias, les autres disciplines n'en parlaient pas, quoi. Moi, Vincent Materon, je sais que ben, il avait peut-être 8 ou 9 ans. On avait fait avec Surf Foundation, on avait fait une démonstration de slalom. Ben, on a fait les initiations. Vincent Materon était tout petit, quoi. Il devait avoir 8 ans. Et je me rappelle, avec sa petite Alba, il avait essayé de passer quelques plots, de descendre la rampe et passer quelques plots de slalom. Donc, le slalom était présent, mais c'est vrai qu'il n'était pas médiatisé, on n'en parlait pas. Et pourtant, il y a eu de grands champions, hein. Il y a eu un Italien, Gianmarco Luca. C'est ça, Il y a Luca. eu Ramon aussi, un Suisse là, qui était excellent, qui ont marqué les années 2000, 2010, quoi. Et donc, mais on n'en parlait pas, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai que c'était moins porteur visuellement parce que les gens maintenant ils veulent du sensationnel. Quand tu vois les parcs, déjà la grande rampe dans les années 80-90 qui a vraiment redonné une image positive au skateboard parce que c'était aérien, c'était impressionnant. Voilà, bon, le street qui a vachement évolué aussi grâce, faut préciser, au freestyle. Bon, maintenant il y a des mix, il y a beaucoup de skateurs polyvalents, tant mieux. Mais le slalom est souvent resté dans l'ombre, c'est bien dommage. Bon, c'est vrai que là aussi le matériel a évolué, la pratique aussi, c'est vraiment très impressionnant. Moi, perso, franchement, je verrais plus le slalom au JO que le street, où les gens ne Ouais, comprennent pas, quoi. C'est Ouais. moins attrayant, à part les techniciens, les pratiquants qui connaissent bien, le slalom, au moins, il y a un chronomètre, et là, ouais, on comprend mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça, après, c'est des choix, et puis en termes d'image, comme tu dis, hein, il faudrait des éléments déclencheurs, il faudrait que ça soit beaucoup plus intégré. Mais là, ce que tu as fait récemment en Italie, hein, c'est ça. Bon, et Ouais. puis ce que tu fais aussi avec Yannis Soderol, c'est génial, ça mérite, quoi. Franchement, après, il faut faire bouger les médias, quoi. C'est toujours pareil, quoi. C'est ça. De mais toute façon, moi, je suis d'accord avec Thierry. Moi, je pense que le slalom, quand il y a deux concurrents en même temps, pour moi, c'est plus une discipline olympique parce qu'on voit vraiment deux personnes qui sont en train de s'affronter et soit on est pour le français ou pour l'américain ou pour l'italien, tu vois. Mais pour moi, c'est une discipline olympique et le street, c'est absolument génial. Mais effectivement, ce que dit Thierry, c'est que maintenant, les figures sont tellement compliquées qu'on comprend même pas ce que les gens y font, quoi. Parce que bon, la planche qui tourne en dessous, elle fait plusieurs tours, et puis il y a peut-être 100, 200, 300 personnes qui comprennent ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que cette figure, mais le reste des spectateurs ont aucune idée, quoi. C'est voilà, la planche qui tourne en dessous, et puis c'est tout, quoi. non, C'est c'est vrai c'est vrai que le format olympique en street, moi, je le trouve nul, hein. Et il est soporifique. Les gens n'adhèrent pas, ne comprennent pas. Comme tu dis, c'est très technique et donc, ils ne comprennent pas. Ouais, les gars tombent, mais ils ne comprennent pas. Voilà, c'est ça, c'est pas ça. de- T'as tous les mecs par terre, sont souvent par terre. Oui, Le problème, c'est c'est vrai que la que superficie est c'est ça. immense, le parc est immense, et en fait, ils suivent tous la même trajectoire. Donc, Voilà. bah, ouais, ouais. Donc, Ok. moi j'ai vu, hein, je veux dire, là, aux Jeux Olympiques, il y avait 70% des gens qui ne connaissaient pas le skate, 70%. Et à chaque fois, ils nous demandaient, mais c'est quoi les règles? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est Comment ça, ça se c'est passe? ça. Ils ne comprenaient rien, quoi. Mais c'est ça, je trouve que le format, il est nul. Et en fait, un head-to-head, comme tu dis, c'est beaucoup mieux, quoi. ouais. Moi, il y a 12 ans, déjà, sur Facebook, j'avais mis que le skate arrivait au JO. Donc, il y a au moins une bonne douzaine d'années, j'avais dit ça. Et moi, j'avais dit, moi, je vois le slalom
justement pour ça, pour les chronomètres, etc. Et la verte. Pour moi, Oui, c'était C'est ça. la discipline reine, spectaculaire, etc. oui. Moi, je le voyais comme ça, les JO. Bon. Oh, le Maintenant, message est passé là, mais désolé les streakers, parce que franchement, j'admire la Oui, on technicité, vous adore, on vous adore. l'exécution, le progrès, les trucs dingues que vous faites. Ça, C'est c'est. absolument Ça, dingue. on peut C'est pas, absolument voilà, dingue. faut pas y la non, mais face quand c'est même. c'est le format JO de street qu'il faut changer, Mais, quoi. mais au Et niveau JO, vous trouvez autre chose. Ouais. si on change le format, je pense qu'on peut faire un truc attractif. Mais voilà, encore faut-il changer le format. Ça va peut-être venir, écoute, hein, ça commence à. Il y a une émergence, je sais pas, je sens une émergence. Bon, à Ouais, ouais, suivre. ben on a des commentaires, hein, donc on a Renaud qui nous dit le slalom n'est pas assez médiatisé, c'est sûr, et pourtant c'est top à regarder, c'est sûr, et c'est simple à comprendre, ah, absolument. Donc, et quand on voit la vitesse d'exécution, c'est impressionnant, j'adore. Donc c'est exactement, on est absolument tous d'accord que le slalom doit être une discipline olympique parce que c'est vraiment l'essence de la discipline olympique, quoi. Moi, je Ah, sais puis Donc que c'est souvent, c'est hein, au plus beau travers aussi. des années, des âges, souvent, quand je remontais de faire un slalom, je remonte derrière le public, en fait, souvent. Ouais. Et j'écoute, en fait, ce que disent les gens, etc. Donc ça, je me rappelle, je l'ai fait à La Rochelle, je l'ai fait au Trocadéro. Et franchement, les gens qui connaissent pas la discipline, ben, ils sont étonnés, Mhm. ils adorent, parce qu'ils voient les gens passer à une vitesse folle. Je veux dire, on dirait qui sont sur des tapis volants, ça va tellement vite, qu'ils sont en équilibre. Et puis voilà, je veux dire, de suite, ça a une connotation sport et une confrontation, comme tu dis, eh ben, l'américain contre l'italien ou le machin. Ben, c'est ça qui fait. Et moi, chaque fois que je remontais des slaloms, j'entendais les gens qui disaient ah, c'est trop beau, c'est super, c'est dommage qu'on n'en voit pas plus souvent. Tu vois, il suffirait de bien le filmer pour que ça explose. Mais bon, après, c'est les médias, c'est sûr. Moi, je trouve ça super hein, comme discipline, en skate en tout cas. Et moi, chaque fois que j'ai vu des gens pratiquer justement des skateurs, bon, en Argentine, j'ai pratiqué le slalom avec des gars qui faisaient de la verte et du bol, hein, qui étaient en équipe d'Argentine, donc des très bons. Ben, moi, je trouve que ben, c'est bien de se confronter à d'autres disciplines de skate et je pense que ça donne encore plus de qualité à sa manière de skater, quoi. Voilà. C'est clair, c'est clair. Mais bon, ça, c'est mon avis perso. Ouais, je te rejoins là-dessus, Patrick. Mais c'est vrai que Alors là, on te voit avec ouais, Judy Omaya, qui elle est Ouais, pas jeune, elle doit avoir 65, 66 ans, ouais, et elle faisait déjà du skate dans les années 70. Et je sais, parce que moi j'habite aux États-Unis, donc je sais qu'elle a jamais lâché le slalom, et c'est incroyable de la voir toujours au top, quoi. Qu'est-ce ouais. qu'elle a comme classement? Elle est dans les 10 meilleurs au monde, ou qu'est-ce qu'elle a Dans les comme 10 classement, millions. elle? Oui, oui. Là, elle a peut-être, au championnat du monde, là, en Italie, elle a peut-être fait après 10. Mais Ouais. bon, il y a du slalom où elle a fini dans les 7, 8. Donc, Ah ouais. elle est encore ah ouais, Mais elle a ouais, quel âge? 65, 66 ans, 64, 67 elle doit ans, tu avoir vois, c'est incroyable. 64 ou 65, elle doit avoir. Ouais, ouais, 60. ouais, ouais, ouais. Et elle est meilleure que beaucoup de nouveaux qui ont 20, 23, 24, 25 ans, 30 ans, tu vois. Donc, il y a Ouais. vraiment une technique, quoi, tu vois. Je pense qu'elle a une technique qui fait qu'elle est meilleure que les autres, quoi. C'est ça, elle a une technique, elle y va cool, mais elle essaie de ne pas faire de fautes. Elle a beaucoup de courage parce que, bon, là, la pente en géant, là, en Italie, c'était du costaud. Je sais qu'au Texas, là, ils ont fait des rampes de lancement, mais méga grandes, là, et je sais elle est descendue quand même depuis ces rampes-là. Donc, elle a beaucoup de courage, et puis après, la technique qui fait, quoi. Voilà. En slalom, c'est vrai que c'est une discipline où on peut en faire, ben, comme tu vois, hein, à tout âge, et ça, c'est une bonne chose. moi, perso, je trouve que c'est plus beau que le ski. Après, voilà. Ben, nous, on a vu quand on est arrivé en Italie, il y avait les épreuves de slalom roller, là. Je trouvais Ah ouais. ça fouillis, Non. quoi. Ça va trop vite, les bâtons, les machins, les, 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 les dragons là, qui partent dans tous les sens. Là, tu comprends pas trop, alors que le slalom, skate slalom, c'est beaucoup plus visuel, quoi. Tu vois? Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr.
C'est vrai, quand on se retrouve de face en bas d'une pente, devant un parallèle, quand on voit même plus les jambes tellement ça va vite, tu te dis: Ouais. «Mais comment il faut pour tenir là-dessus? Pourquoi ça dérape pas?» C'est une technicité incroyable et c'est des prouesses pour moi, c'est très physique, quoi. C'est le slalom, c'est tout le corps travaille, c'est très cardio, c'est très, très complet et c'est beau, quoi. Puis au moins on comprend, il y a le chrono, quoi, tu vois? Voilà. Après Mhm. voilà, enfin bon, après c'est des points de vue, Ouais. personne n'est parfait, mais moi je pense que ça mériterait, et j'ai espoir que ça revienne au devant de la scène, quoi. Ouais. Alors, on va passer à un autre sujet. Donc, on a bien compris, le slalom, il faut que ça fasse partie des Jeux Olympiques. On est tous d'accord. Alors, donc, tu as été en Argentine. Qu'est-ce que tu as été faire en Argentine? Ben, ma femme est argentine, donc déjà Ah, son truc, bon, elle est argentine, mais en fait, elle connaissait pas son pays parce qu'elle était arrivée en Belgique puis en France à partir de l'âge de 3 ans à peu près. Et donc, elle voulait absolument connaître son pays, sa famille, etc. Et puis, bon, moi, ça faisait 25 ans que je bossais dans la même branche, là, dans la même entreprise. Et un beau jour, ben, j'ai un pote à moi que je connaissais depuis le lycée, ben, qui est décédé, qui travaillait avec moi. Et c'est là que tu te dis, ouah, ça 25 ans qui sont passés, là, il faut faire autre chose. Et donc, je lui ai dit, allez, la vie est trop courte, on s'en va, tu as raison, allez, on va voir ce qu'il y a en Argentine. Et on est parti comme ça, on a tout laissé. On est parti, femme et enfant, en Argentine. Voilà. alors Ah, vous d'accord. avez été à Mendoza, c'est ça? Ouais, moi, Et, et pourquoi? je suis arrivé vers Cordoba. Ça, Ouais, c'est un peu le centre de la photo, c'est Villa Carlos Paz, c'est près de Cordoba. Donc, ça, c'est vraiment le centre de l'Argentine. Ça, c'est quand je suis arrivé. Et après, très vite, ben, c'était trop mort, là, loin de tout, loin de la mer, loin des montagnes. ah ouais, c'est au Donc, du milieu, oui. coup, voilà, du coup, on est parti sur Mendoza et on est resté sur Mendoza, Mais qui est au bord de l'Atlantique. pourquoi t'as pas été à Buenos Aires? Parce C'est que trop grand. c'est là où tout qui se passe, quoi. Tu vois, c'est comme le skate à Paris à l'époque. Si t'étais pas à Paris, t'étais un petit peu out, quoi. Ouais, mais Buenos Aires, c'est une capitale. Tu vois, voilà. Et franchement, on a préféré Mendoza parce que déjà, on était proche du Chili, Ouais. Cordillère des Andes, Chili, de Santiago, hein. Et puis, dès qu'on est arrivé dans cette ville, on y est allé pour passer les fêtes de fin d'année. Et en fait, c'est une ville qui bouge énormément. Et il y a des concerts, du sport, tous les jours de la semaine, il y a quelque chose, quoi. Ça bouge, il y a beaucoup de jeunes, ça bouge énormément. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller là-bas, quoi. Ouais. Alors, je te pose la question parce qu'en fait, toi, tu as monté un magasin de skate là-bas. Et ma question, c'est est-ce que ça aurait pas été mieux de faire le même magasin dans la Calle Florida à Buenos Aires? Non, parce que là, il y a du trafic, quoi. Là, tu étais pratiquement assuré de vendre 20 planches tous les jours si tu avais ouvert un magasin dans cette rue-là à Buenos Aires. Ben, bon, c'était pareil en Mendoza, hein. Quand je suis arrivé, en fait, bon, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, hein, si on allait travailler Ouais. dans la restauration, on travaille dans une boîte ou créer un produit, on ne savait pas trop. Et en fait, moi, quand je suis allé voir, bon, quand j'arrive dans une ville, j'essaye de voir où se trouvent les skate shops, les spots les principaux. Donc, quand je suis allé voir ce spot, qui était le spot principal, Plaza San Martín à Mendoza, où il y avait tous les skateurs, ben, en fait, j'ai vu qu'il y avait un local qui était vide, qui était juste à côté. Et j'ai dit, ah, si je fais un skatepark là, un skate shop là, c'est super, quoi. Et donc, et en plus, donc quand j'ai fait mon skate shop, comme j'avais aussi ma collection de skate, ben, j'ai fait un musée du skate, parce que j'avais pas mal d'articles, bon, j'avais des magazines, des vidéos, euh, plein de choses sur le skate, hein, des casques, etc. Et donc, j'ai fait le musée du skate. En même temps, comme on était juste à côté de la place et que quand j'avais vu ce magasin, ben, le kiosque là-bas, ce sont des boutiques où ils vendent de tout, hein, à manger, à boire, des articles pour l'école, voilà, des cigarettes, etc. Donc, j'ai dit, ben, tiens, je vais faire et il y avait des tables qui étaient devant le magasin. Du coup, j'ai dit, ben, c'est moi qui vais mettre les tables. Et comme ça, je vais faire zone chill out avec des vidéos de skate, voilà, des magazines pour que les mecs, quand ils ont fait un peu de skate sur la place, ben, viennent
boire un coup, se reposer, discuter. Voilà. Et donc, on a monté le skate shop comme ça, qui était sur 2 étages, en fait. Ouais. Waouh. Mais c'est incroyable d'avoir le courage d'aller dans un autre pays et de monter un magasin de skate, quoi. Donc, félicitations, c'est vraiment pas donné à tout le monde, quoi. Il y a une poignée de skateurs des années 70 qui ont réussi à faire ça, quoi. Enfin, qui se sont exilés pour faire quelque chose dans un autre pays. Et toi, tu fais partie de ces gens-là, quoi. Donc, ton magasin, il s'appelait No Complaint, c'est ça? C'est ça, no complaint. Ouais. Ben, quand il a fallu trouver un nom, je dis mince, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'aimais la figure. Au départ, je dis je vais donner un nom de figure, mais c'est pas évident, hein. Donc, il y a le no comply. Et après, je me suis dit, ben, no complaint, c'est pas plus mal, parce que no complaint, c'est aussi la philosophie du skater. Je veux dire, le Ouais. skater, il essaye, il se fait mal, il tombe, mais il réessaye, il dit rien, il se plaint pas, il continue. Et donc, c'était cette philosophie-là que j'aimais. Donc, j'ai dit, ben, on va l'appeler no complaint. Voilà. Pourquoi ça s'est appelé comme ça, quoi. Et donc, combien de temps tu l'as ouvert ce magasin? Combien de temps t'es resté? 7-8 ans à peu près. 7 8 ans? Ouais. Et alors ça a bien marché? Raconte-nous un petit peu. Alors, c'est compliqué. Disons que le commerce en Argentine, c'est super compliqué parce que les importations sont Ouais, fermées, quoi, étaient fermées. ouais, Donc, ça, c'est déjà un gros problème puisque tu peux avoir des produits un mois et après, tu les as pas pendant 6 mois. Donc, pour commander des choses, c'est pas évident, surtout des produits qui viennent de l'étranger, quoi, hein, et en skate, on a une grande majorité. Et puis après, moi, quand j'y étais, les 7-8 ans, il y a eu, c'était 28 à 30% d'inflation par an. ouais. Ouf. Voilà. Ah C'est-à-dire que là, bah, Ouais, avant Javier Milei, là, c'était 200% pendant 2 3 ans, non? Donc, tu étais dans la bonne époque. bonne époque, mais 38%, c'est la belle époque, ça. c'est ça, mais je veux dire, chaque fois, il fallait vérifier les tarifs. Quand j'achetais, ben, c'était aussi cher que ce que j'avais vendu. C'était compliqué, quoi. Ouais. Fallait être la tête dans le guidon tout le temps, quoi. Donc, ça, c'est le commerce là-bas, c'est super compliqué. La banque, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Je veux dire, tout est différent. Alors, c'est pour ça qu'il y a des copies comme ça. Ça, c'est des copies, c'est ça? Ouais, ça, c'est des copies. Ouais. Là, j'avais pris une photo dans un magasin là, où il y avait les copies, en fait. En fait, là-bas, le pays était fermé quand je suis arrivé, hein, c'était Kirchner. Donc, Ouais, le pays était fermé à l'importation. Et ça fait que là-bas, ben, tout se fabrique, quoi, hein. Les mecs fabriquent les Vans, fabriquent les planches. Il y a pas mal de marques d'ailleurs, hein, qui ouais. sont plus ou moins bonnes. Mais, et d'ailleurs, le bois, la partie des planches là-bas se fait pas en bois canadien, mais avec du bois un petit peu qui s'élamine. Euh, on appelle ça Watambu là-bas. Donc, voilà. Mais tout ça, c'est C'était, pas licencié, c'est de la piraterie ou c'est licencié? bah, c'est piraterie là-bas. Tout est copié. Les chansons sont copiées. Tout est copié là-bas. C'est Ouais, 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 ouais. impressionnant. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais je comprends, c'est pas une critique, hein. Je comprends que bah, le pays, ça fait 30 ans qu'il y a une inflation absolument extraordinaire. Ça va entre 20% et 200% d'inflation. Donc, tu vois, quand les gens ils se plaignent ouais, il y a 5% d'inflation et tout, ouais, on va tous mourir et tout. Je dis, bah, demandez à Patrick, lui, il a été en Argentine pendant 10 ans et il y avait 30% d'inflation. Comment vous avez fait? Et il est revenu. Toi, tu es encore là, tu pas mort. Ouais. Alors, Non, mais je sais c'est que c'est dur, c'est terrible, mais bon. ouais. Moi, ben, quand il y a eu les Gilets jaunes, que la France s'est révoltait pour 2%, Ouais. je dis, les Argentins, ils hallucinaient, quoi. Ils disaient, waouh, les Français, ils sont trop forts. Ils se Ouais. révoltent. Ouah, ils sont forts, ils ont que La 5% réputation d'inflation. à l'heure, la France, ah ouais, ouais, ouais. Les acquis, mon Dieu, mon Dieu. Mais alors, toi, du coup, t'as dû remonter en catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, t'as tout plaqué, t'as tout perdu, t'es revenu En avec ton fait, matériel, qu'est-ce qui s'est passé? bon, moi, c'était déjà, bon, on a 5 enfants, et disons qu'il y en a 2 qui étaient déjà revenus. Bon, ils grandissent, ils vieillissent, donc il y en a 2 qui étaient revenus. Il y a le troisième qui allait revenir. Du coup, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plus d'enfants en France qu'en Argentine. Et puis, octobre 2019, premier tour des élections, le Kirchner ben, ne passe pas.
Et le lundi matin, le dollar augmente de 50%. Ouais. Oh. Et moi, j'avais toutes mes commandes qui étaient prêtes à partir, qui étaient déjà payées, prêtes à partir, parce que la semaine suivante, c'était El Dia del Niño. C'est un jour où on vend beaucoup pour les enfants, et donc où je vendais beaucoup. C'est comme un peu Noël là-bas, quoi. Et donc, toutes mes commandes étaient prêtes, sauf que les fournisseurs, le lundi matin, m'ont dit, ben, si tu veux maintenant ta marchandise, il faut rallonger 50%. Oh là Et là. du coup, j'ai dit, ben, c'est bon, gardez tout, rendez-moi les chèques, voilà. Et donc, j'ai fermé mon magasin en novembre, tu vois, donc ça s'est vite fait, quoi. En un mois, Ça, j'en avais en même. quelle année c'était ça? Ça, c'est 2019, fin 2019. 2019. Donc, tu es arrivé pour le Covid en France, quoi. Magnifique. C'est ça. Moi, je suis arrivé juste, ben, je suis revenu tout seul parce que j'avais plus d'emploi, plus de banque, plus de téléphone, plus rien, quoi, en France. Il fallait que je trouve du boulot, une maison, etc. Donc, je suis revenu fin 2019 et j'ai fait revenir ma femme et mes enfants en février. Il y a eu le Covid en mars, donc ça a été juste. Et Oh là là. entre-temps, tu es venu nous rendre visite à Los Angeles. Alors, tu es resté 15 jours, 3 semaines, c'est ça? Et on avait été dans un restaurant qui s'appelle Wahoo's. Et donc, ici, c'est extrêmement connu parce que c'est un restaurant qui est complètement dédié au surf et au skate. Il y a des planches de skate et des planches de surf partout. Et là, ben, on est tous les deux, là, voilà. C'était en quoi, 2017, 2018, un Ouais, truc comme ça, non? 2017. Ouais, ouais. Ben, en fait, je suis resté une semaine parce que j'avais pas trop, j'avais le magasin, tout ça. Ouais. Et en fait, c'était 2017. Et bon, là, pour te montrer, en fait, comment je suis arrivé à Los Angeles, c'est que, en fait, moi, j'avais commencé, je connaissais Rick de Trasher, là. Et là-bas, il n'y avait pas de Trasher du tout. Donc, je voulais avoir des casquettes, des t-shirts, des magazines, etc. Donc, j'ai commencé au début, j'ai fait un petit paquet, quoi, on va dire, hein, un petit carton de fourniture. Harry, je lui avais dit surtout ne marque pas que j'ai acheté ça, dis que vous êtes mon sponsor, que je fais du skate et que c'est le sponsor qui m'envoie ça. Donc, le premier coup, parce qu'en fait, dès que tu reçois des produits en Argentine, c'est taxé à 50%, Ouais. quel que soit le produit, hein, même des petits cadeaux, voilà. Et donc, j'avais dit, ben, on fait comme ça. Et voilà, il m'avait envoyé casquette, t-shirt, etc., stickers et magazines. Et donc ça a été le premier paquet. Puis après, j'ai commandé plus gros. Plus gros, ce coup-ci, j'ai fait passer par le Chili. Mais ce n'était pas évident parce que même par le Chili, après, il fallait que je passe la frontière Argentine. Donc, bon, c'est passé, mais bon, c'était pas évident. Ouais, c'est Et un beau risqué. jour, et merde, je vais commander directement pour faire amener de Trasher la marchandise chez moi. Et puis elle est restée en fait à Buenos Aires. Et la douane m'appelait en me disant venez chercher votre paquet, parce que la douane vous demande de l'ouvrir devant eux Ouais. pour facturer, quoi. Hein. Ah la Et donc vache. là, Ouais. j'ai dit non, mais moi, je ne vais pas venir à Buenos Aires. C'est 1400 km, me Ouf. taper 3000 km pour aller chercher un paquet. J'ai dit non, ben, renvoyez-le. Je leur ai donné l'adresse de Pierre-André. Et donc, j'ai fait renvoyer le paquet Trasher chez Pierre-André. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé aux États-Unis, parce que je suis allé chercher ma commande Trasher, quoi. Oh. D'accord. Et donc, j'en Oui, ai oui. profité pour voir Pierre-André, Xavier. Ouais. Ah, Mais bon, il y avait t'inquiète pas, Patrick je aussi. te comprends parce que moi aussi, j'ai eu un magasin à Paris. Et donc, on faisait de l'importation parallèle. Et c'était la même chose, quoi. Parce qu'à l'époque, c'est extrêmement difficile de trouver des planches Powell qui étaient, à l'époque, pendant 1 an, 2 ans, c'était ce qui se vendait le plus, quoi. C'était 90% des ventes, c'était que Powell, que Powell, que Powell, tu vois. Et donc, c'était Off qui distribuait ça. Et il distribuait ça au compte-gouttes parce que même lui, il n'en avait pas beaucoup. Donc, nous, on faisait de l'importation parallèle depuis l'Angleterre. Et c'était très compliqué. Et puis aussi, on avait les Airwork qui étaient complètement interdites, mais c'était 100% interdit, quoi. Donc, on a fait de l'importation parallèle depuis l'Angleterre et on a réussi à avoir 150 ou 200 paires de Airwork. Et au bout d'1 mois ou 2 mois, il y a la douane qui nous est tombée dessus. Ils sont arrivés dans le magasin, ils sont arrivés
directement sur les airwalks. On avait de tout, on avait des Visions, des Vans, des tout. Directement, ils sont arrivés, ils ont dit, c'est quoi ça? Bah, c'est chaussures de skate. Oui, c'est des airwalks, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de les importer. Ils ont tout récupéré et on a eu une super grosse amende, tu vois. Donc, je te comprends. Je sais que c'est difficile de s'approvisionner. Je sais ce que c'est que le parallèle et je sais que c'est très difficile de le faire parce que c'est très difficile et tu as des gros risques. Et ouais, donc, mais après, voilà, il faut essayer de s'adapter. Je veux dire, il y a des produits qu'on aime, qu'on veut partager avec les autres, tu vois. Donc, et voilà, on essaye de faire avec, quoi. Donc, C'est normal, hein, là, c'est c'est par des choses que je sais. passion. Alors, le Patrick Lozano 2024. Alors là, maintenant, ce que tu fais, c'est ça. Ouais, Alors, ça, vas-y, c'est. raconte. Alors, je sais que bon, tu nous as dit que tu n'avais jamais lâché le skate. Enfin, on le sait, quoi. Et, mais comment tu t'es retrouvé juge de compétition internationale? Comment on fait? Comment, Alors, si je veux le faire, comment je fais? bon, déjà, moi, j'ai toujours fait juge. Je me rappelle les petites compètes à Marseille, les Coupes de France. Bon, j'étais, voilà, moi, Daclin, Stéphane Larence, je les ai jugés, tu vois, quand eux étaient des riders. Donc, j'ai toujours porté, on va dire, j'ai toujours aidé à l'organisation pour, voilà, voir ce que je pouvais faire. Et donc, souvent, j'ai été juge. Et puis, bon, j'ai eu des problèmes de santé, là, mes articulations, tout ça, et juste avant de revenir d'Argentine, hein, ça m'a pris 6 mois avant. Et donc, en fait, je pouvais plus trop faire de skate. Et donc pour être toujours là au milieu, je veux dire, bon, avec Gianni, on a organisé les Paris Slalom World Cup depuis des années. Et donc, voilà, donc Gianni, comme je fais partie de l'organisation avec lui. Moi, je m'occupe de tout ce qui est juge de con. Et il faut former les gens. Bon, il faut souvent une douzaine, quinzaine de personnes, hein, parce que le slalom, c'est plusieurs épreuves. C'est souvent 3 épreuves. Donc, c'est souvent 3 jours, 2, 3 jours. Il faut, euh, il faut former les gens, leur apprendre, voilà, pour bien noter, parce qu'un plot, c'est important, hein, c'est un dixième de seconde. Donc, voilà, donc moi, je m'occupe de cette partie juge de con, on va dire, au sein de l'ISSA et de la FEDE, du coup, maintenant World Skate. Et voilà, donc j'ai fait l'Argentine et je fais les compétitions, voilà, européennes, françaises, etc. Donc ça, c'est pour la partie slalom. Mais pour ne pas oublier le freestyle, il y a Ah, Ouais, oui, oui, oui. ah, il y a 3, 4 ans, j'ai vu le freestyle était vraiment tombé dans l'oubli, un peu plus que le slalom quand même, hein, parce que les oui, 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 compétitions, oui. on n'en voyait plus du tout. Et puis, il y a Jérémy, il y a Anderson là, qui a fait du freestyle, il en a fait au Canada, etc. Donc, qui a commencé un petit peu à faire du bol aussi et être très bon et être médiatisé. Donc, il y a Anderson et puis Isamu Yamamoto, le petit japonais, le petit prodige, comme j'appelle. Et donc, eux ont fait monter un petit peu, le freestyle en matière de médias et voilà, je dirais, en matière de public. Et j'ai senti à 3, 4 ans, il y a une scène française qui a commencé à émerger. On appelle ça les French Style. Et au départ, je suis allé les voir. Ils faisaient une compétition vers Lyon, là-bas. Je suis allé les voir. De là, j'ai fait connaissance des autres riders européens qui n'avaient jamais trop arrêté, hein, les Allemands, les Anglais, les Roumains surtout. Et Wow. donc, en discutant il y a un Roumain qui fait justement des vidéos, des trucs YouTube, tout ça. Ouais, ça En circule. Ouais. m'interviewant, c'est euh, il s'appelle Constantin. Bon, bref. Et en m'interviewant, on a parlé de Rodney Mullen, que j'avais jugé avec la NSA, parce que j'ai été juge aussi de la fédération professionnelle là, de skate. Et donc, j'ai jugé à l'époque Rodney Mullen. Et donc, du coup, de là, après l'Allemand, il a dit, ah, moi, je te veux pour mon championnat d'Europe en tant que juge, etc.
Et donc, voilà, là, je fais maintenant les compétitions internationales en juge freestyle. Wow. Alors, on se posait la question, est-ce que tu es défrayé pour faire ça, mais est-ce que tu es payé un salaire ou… Non, non, là, on est juste dans le free et le slalom, on est juste défrayé. Voilà. Ouais. Donc, c'est l'hôtel, la bouffe et le voyage, c'est ça, c'est tout. C'est ça, le voyage, l'hôtel, la bouffe. Après, Ok. on n'a pas de salaire. Ouais, Moi, ouais. j'ai eu des salaires à l'époque quand j'étais juge, je crois, en 89 à Yverdon. Voilà, il y a eu la NSA, tout ça. Là, on était payé, tu vois. Donc, à l'époque, on était payé. Maintenant, non. Bon, après, je sais qu'en freestyle, ils sont payés. En street, je veux dire, les juges sont payés, en plus d'être défrayés. Mais bon, en tout cas, dans nos disciplines, c'est encore trop petit pour que l'on soit payé, quoi. Mhm. Voilà, donc on fait ça bénévolement, je veux dire, puisqu'on passe du temps. Ça prend, voilà, je veux dire, d'après moi, c'est beaucoup plus compliqué de juger du freestyle que du street, déjà. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus long qu'un run de street. Donc, c'est assez complexe. Et il y a le retour des filles, non, dans cette discipline, me semble-t-il. Mais oui, oui, que ce soit en slalom, par exemple, là au championnat du monde en Italie, il y avait les 60 meilleurs hommes mondiaux et il y avait les 30 meilleures femmes. Donc, bon, il n'y a pas encore la parité, mais il y avait déjà un bon noyau, vraiment un très Oui, bon oui, oui. niveau. Et en freestyle, pareil, hein, il y a pas mal de filles. Bon, en France, c'est pas encore ça, hein. Il y a quasiment aucune fille en slalom, il y en a une ou deux. Et en freestyle, elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc, bon, petit à petit, la communauté grandit. Comme je te disais, il y a 3, 4 ans, on était 3 ou 4. Il y avait une fille, on était 3 garçons. Et à chaque compétition, ben, on est de plus en plus nombreux. Maintenant, je pense qu'on est une bonne vingtaine, le crew français. Là. Donc, voilà, petit à petit, ça grossit, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, génial, c'est super. Eh Mais ben, bon, ça, hein, c'est riche comme parcours. Et donc, t'es mordu, tu vas continuer, quoi. ouais, mais bon, j'aimerais à un moment donné qu'on puisse bien poser des bases. Bon, moi, maintenant, je fais partie de la commission skate au sein de la fédération. Ouais, Donc, justement, je défends les disciplines freestyle et slalom. Il y a un autre gars qui fait, lui, la verte. Et donc, on essaye de mettre, voilà, de pousser un petit peu les murs pour que l'on soit présent, voilà, qu'il n'y ait pas seulement que le street et le ball et le parc, que soient présentes ces ouais, disciplines-là et qu'elles soient reconnues. Et on essaye de faire en sorte que la fédération reconnaisse un peu plus le skate, parce que pour l'instant, je dirais c'est une majorité roller. Hein. Donc, on a beau faire des choses, etc. Donc, on est en train d'essayer de restructurer tout ce qui est diplôme, tout ce qui est championnat, pour que ce soit plus accessible et plus ouvert et mieux posé pour le futur. Donc, ça, c'est oui, notre… ouais, voilà. ça va venir, ça va venir. Il faut postuler, hein, et Voilà, et quand c'est on comme ça. aura, peut-être que je laisserai tomber quand, voilà, quand ce sera mis sur le bon rail. À Ouais, ce moment-là, je laisserai ma place. Mais là, pour l'instant, on l'a laissé. la Donc, relève, je peux la relève. pas Moi, je, pas moi, me- je leur dis à la relève actuelle que, tu vois, je leur fais, alors les gars, hein, c'est comment? Oh la vache, t'avais raison, quoi, t'avais raison. Bon, bah, Mais c'est c'est ça, le souci, c'est que bon, il y a à Tokyo, là, bon, il y avait Greg Poissonnier qui avait fait des commentaires, tout ça, que j'avais pas apprécié. ouais, Et donc, bon, j'ai dit, franchement, tu n'y connais rien, il faut connaître l'histoire du skate. Hein. Pour que, pour qu'une discipline puisse fonctionner, ben, il faut connaître ses racines et voilà, faut discuter avec les gens qui ont l'expérience, qui sont passés par là, qui savent avant de faire n'importe quoi. Parce que bon, on a connu hein, ce qui s'est passé, bien les sûr. bonnes choses, les mauvaises choses, tu vois. Donc, il faut qu'on partage cette expérience donc, pour que le skate avance dans de bons rails. Donc, voilà, c'est important. Quoi. Pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, pareil, le retour d'Argentine, le slalom, alors qu'on avait fait une super compétition en Argentine de skateboard slalom, la fédération nous avait complètement ignorés. Pas une seule photo, pas un résultat. Alors que Gianni, sa femme et moi, on était les 3 Français à être dans l'organisation et à avoir fait que ça se réalise et que ce soit une belle chose de réaliser.
ben, on n'avait même pas une reconnaissance, rien. Gianni avait écrit à Boris, là, le président de la fédération de roller. Il a un petit peu ignoré et moi, ça ne m'a pas plu, quoi. Là, c'est là que j'ai écrit moi-même et j'ai dit non, mais ça ne peut pas aller, quoi. Je veux dire, le skate existe et existe avec plusieurs disciplines, donc Bien sûr, faut les reconnaître, hein. Je veux c'est dire, ça, le c'est ça. roller a bien les disciplines freestyle, slalom, race, rink hockey. Bon, il y a plusieurs disciplines, le skate aussi, donc il faut les reconnaître. Il ne faut pas C'est ça, c'est rester. clair, c'est clair. Ouais, ouais. Mais tu vois, avec Thierry, enfin, moi, en tant que skateur c'est très très longtemps, donc j'ai toujours voulu que on ait une fédération différente, qu'on soit tout seul, quoi. Et puis, il y a un mois ou deux, on a discuté avec Rémi Walter et qui nous a vraiment expliqué pourquoi ben, rester avec la Fédération française de skate et roller, c'était ben, pour le moment, c'était la meilleure option, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que dans 5, 10, 15 ans, le skate soit tout seul, mais pour le Ouais. moment, la meilleure option, c'est de réellement rester avec le roller. Et il a réussi à me convaincre, moi qui depuis 20 ans dit ben, qu'est-ce qu'on fout avec les autres, tu vois. Et Ben, donc, ouais, c'est voilà, sûr. quoi. Et donc, j'en On a dit, profite pour dire à tout le monde ben, d'aller regarder l'interview de Rémi Walter. C'est vraiment intéressant ce qu'il a à dire. Et c'est ce que tu dis, toi, tu vois. Ouais, de toute façon, nous, on a essayé à l'époque, on avait le surf, on a essayé d'être indépendant. Ça a marché un temps, mais après, de toute façon, là, actuellement, pour faire les compétitions internationales, il faut être affilié à World Skate, la fédération de roller internationale. Et tu vois, et même les Américains qui sont très forts, qui ont tous les pros, qui ont toutes les marques, qui ont tous les budgets, qui avaient des grosses fédérations professionnelles, ben, elles sont toutes affiliées à World Skate. Je veux dire, on ne peut pas faire autrement. Si on veut faire des compétitions internationales, il faut être affilié, donc nous, à la fédération de roller française. Mais il faut prendre plus de place. Notre combat, là, c'est de dire aux rollers, non, il faut qu'on ait plus de place que Ouais, ce que ouais, l'on a ouais, ouais. actuellement. Il faut qu'on ait un droit de vision dans les budgets, qu'on ait un droit pour les décisions, etc. Que là, on n'a pas. On n'a pas de droit de décision, on n'a rien. Je veux dire, Il faut se tu vois, mobiliser, il faut pousser de l'intérieur, quoi. C'est ça, hein. c'est ça. C'est ça. Et c'est comme ça. Là, pour l'instant, ça peut marcher que comme ça. Mais c'est sûr que moi aussi, dans l'absolu, j'aurais préféré, vu toutes les disciplines que l'on a dans le skate, j'aurais préféré que l'on soit indépendant. C'est sûr. Mais bon, là, c'est pas possible, malheureusement, au niveau des Ouais, instances ouais, non, c'est internationales. pas possible. Et puis déjà, il n'y a pas assez de courageux. Et puis en plus, c'est une telle complexité. Et puis en termes de structure, Mhm. c'est un défi monstrueux. C'est infaisable aujourd'hui. On est en France, quoi. C'est les Ouais, ouais. instances fédérales, les instances ministérielles. Oh là là. Non, c'est trop complexe, hein. C'est franchement, voilà. Maintenant, il faut creuser le trou à l'intérieur. C'est par l'intérieur qu'il faut. Puis il C'est faut ça. prendre des C'est sièges. ça, il faut pousser les murs, il faut jouer des épaules pour qu'on fasse notre place au niveau de l'intérieur. C'est Mais ça, tu vois, exact. de toute façon, je te dis, les États-Unis, le Brésil, l'Italie, l'Espagne, c'est tout comme ça, hein. Et tu regardes le BMX, ils sont affiliés à l'UCI, Fédération de cyclisme. Le, le snowboard est affilié au ski. Je veux dire, on ne peut pas faire autrement. Si on veut faire des compétitions internationales, il faut C'est passer ça, par là. c'est ça. Après, Le on peut skate faire aurait des pu être affilié à la compétitions. pétanque, tu vois, mais bon. C'est ça. Après, on peut faire des compétitions privées comme la Street League. Ça, c'est autre chose. C'est privé. Donc, voilà. Oui, 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 les Open, ça, oui, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Ok, bah, de toute façon, hein. Après, bon, un petit mot parce que on est vite passé sur l'histoire, mais en tout cas, moi, je sais que souvent, ça a été mon histoire de skate. C'est grâce à des gens qui sont venus m'épauler avec qui j'en ai fait. Donc, ben, il y a eu à l'époque, ben, les tout premiers, ça a été Martial Givaudan, hein. Avec lui, j'ai pas mal bourlingué dans les années compliquées. Après, ben, il y a eu Jean-Marc Noirdinger qui était de Cannes, voilà, qui lui déjà été un peu de street. Et on a fait les premières compétitions de street. Après, il y a eu Jean-Pierre Collinet, avec qui on a fait le Street Bombs à Marseille, le skatepark de Marseille qui est mondialement connu. Et donc, Jean-Pierre, voilà, que je salue aussi s'il écoute. Oui, oui. Il t'a Voilà, envoyé chaque un fois, il y a message, eu, il t'a dit Salut Street Bombs Forever. Donc, tu vois, il n'a ouais. pas oublié. Après, il y a eu
Claude Quérel qui est venu me voir un jour en 2002 ou 2003 en me disant Patrick, il faut se remettre à la compétition. On avait fait tout un groupe à Marseille, on a refait les compétitions en Paris Slalom World Cup. Tu vois, à chaque fois, moi, il y a eu des bonhommes comme ça qui sont venus vers moi, avec qui j'ai fait, on a continué. Et voilà. Donc, je les salue à tous. Voilà. Bien, 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 bien. Eh ben, on va dire que c'est le mot de la fin. C'était très bien, c'est enrichissant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, une bonne continuation, comment dire, et puis les forces vives, il y en aura toujours de toute manière, avec ou sans nous, mais c'est important de laisser une trace dans l'histoire pour qu'on n'oublie pas que ce que le skate est devenu aujourd'hui, on a posé aussi nos pierres les uns comme les autres, et on a vraiment sacrifié parfois notre vie personnelle et professionnelle pour justement faire avancer les choses à notre propre mesure avec les moyens dont on disposait, quoi. Voilà. Ben, moi, je suis d'accord avec Thierry en conclusion. Arrête uniquement le jour où il y a une bonne relève qui va pouvoir continuer ce que toi, tu es en train de faire. Donc, arrête pas, s'il te plaît. Et ouais, moi, quand vous en faisiez, c'est le petit jeune, là, le spectateur admiratif de ce que vous faisiez. Ouais. C'était hier, hein. C'était avant. Les gars qu'on voyait dans les magazines, donc voilà. C'est pour ça que vous êtes restés mes idoles. Voilà, ma passion est restée intacte. Et c'est vrai que le skate, c'est ça. Bon, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir. Patrick Bermudez, là, qui est un très bon freestyler, hein. Dernièrement, eh ben, il m'a appris, il m'a dit, en fait, c'est en voyant une de tes démos un jour que ça m'a donné envie de faire du freestyle, de faire du skate. Donc, tu vois, ça, c'est important parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont vu faire à lui, qui ont eu envie d'en faire. Et c'est voilà, cette transmission-là de l'un à l'autre qui est importante. Et chaque figure est importante dans le skate. Je veux dire, le premier ollie, le premier flip, le premier 360, ben, c'est ça qui a fait que le skate est devenu aujourd'hui, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est la transmission, le partage, très important, et la mémoire, voilà. Et tout ça, c'est vrai que c'est une grande famille, hein, en fait, le skate. Quand on a ça comme virus, c'est notre ADN, on ne peut pas lâcher du jour au lendemain, quoi. Je comprends, je comprends. Bon, ben, j'espère qu'on se verra bientôt, hein. Il y a la Old School Jam Session chez moi, là, le 29 juin. Peut-être qu'on fera quelque chose au niveau du freestyle. Je te recontacterai, voilà, hein. Ok. Ben, on salue Jean-Pierre Champion qui nous a regardé également et qui a fait partie de la Fédé pendant un moment et qui a organisé des compétitions aussi où il y avait 3 pelés et 2 tondus et donc les irréductibles du skate, quoi. Toute cette famille, on vous adore, vous faites partie de la famille, peut-être plus que les autres. Mais bon, donc merci beaucoup à vous tous. Merci à tous, ouais, c'est vrai. Merci à toi, Patrick, d'être passé nous voir ce soir. Bonne continuation, porte-toi bien, et puis au plaisir de se retrouver sur un événement skatique. Ok. Merci à tous, et jeunes ou plus vieux, mais allez skater tous ensemble, et voilà. Voilà, keep on skating, yes. Forever. Absolument. Bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine à 18h. Au revoir tout le monde.